on m'a demandé de vous parler des décompensations de BPCO et de leur prise en charge surtout. Alors il faut distinguer l'exacerbation, ce qu'on appelle l'exacerbation et ce qu'on appelle décompensation. On parle d'exacerbation quand, au cours de la BPCO, il y a une augmentation de l'expectoration dans son volume, et puis également une modification de la structure des expectorations qui deviennent souvent purulentes. Et puis il y a surtout l'apparition ou la majoration d'une dyspnée. Alors on distingue les exacerbations qu'on dit légères, c'est-à-dire qu'il y a simplement une augmentation des symptômes qui peut être contrôlée par une simple augmentation du traitement habituel, voire des bronchodilatateurs, sans ajouter de nouveaux traitements. Les exacerbations modérées, elles, nécessitent un traitement supplémentaire qui est une corticothérapie surtout, associée éventuellement à une antibiothérapie, en plus du traitement bronchodilatateur habituel. Et puis, ce qu'on appelle décompensation, ce sont les exacerbations sévères ou graves. Et là, il y a des critères de détresse respiratoire aiguë avec des signes d'insuffisance respiratoire, et cela est susceptible d'engager le pronostic vital, et ça nécessite habituellement une hospitalisation. Alors comment bien apprécier l'état du patient qui vient vous consulter et qui se plaint d'avoir une dyspnée importante, d'avoir des sécrétions qui sont très augmentées, de se sentir très essoufflé? Eh bien d'abord il faut le laisser en position assise ou semi-assise. Il faut bien l'interroger sur ses antécédents, sur son ressenti. Il faut faire un examen clinique assez complet. Et puis surtout, il faut bien le monitorer, c'est-à-dire observer et surtout noter de façon répétée, à intervalles réguliers, d'une part l'état de conscience, s'il y a présence ou pas de sueur, de cyanose, de température, noter la fréquence respiratoire, la SpO2 mesurée par un oxymètre de pouls, la tension artérielle, le pouls, et puis, si besoin, faire un dosage des gaz du sang artériel. Normalement, on devrait le faire avant toute mise en route de l'oxygène pour vérifier s'il y a ou pas une hypercapnie. Alors, comment évaluer la gravité? On l'évalue d'abord d'après l'interrogatoire sur l'importance des symptômes dont se plaint le patient. La toux, les expectorations peuvent être épisodiques, ce qui n'est pas très important, mais plus fréquents ou alors quasi constants. Ça, c'est plus grave. Et la dyspnée, elle peut se produire soit uniquement à l'effort, donc les gens ne sont pas très atteints, soit au moindre effort, et même au repos, là, ils sont très atteints. Et puis, donc, dans l'interrogatoire, il faut toujours se renseigner sur l'état habituel du patient. Est-ce qu'habituellement, le patient se porte bien, n'est pas essoufflé, ou au contraire, est-ce qu'il est essoufflé de façon permanente? Et puis, il faut se renseigner sur le traitement de fond qu'il prend habituellement, puisqu'il va falloir éventuellement l'augmenter, le modifier, voilà. Alors, on évalue la gravité aussi sur les constatations cliniques. Donc, la fréquence respiratoire, est-ce qu'il existe ou pas un tirage sternal? Est-ce qu'il y a une respiration paradoxale, thoraco-abdominale? Quel est le degré d'encombrement bronchique? Et puis, donc, il faut voir s'il y a des troubles de la conscience, des troubles neurologiques, des sueurs, des céphalées, cela pouvant évoquer une hypercapnie. Voir aussi s'il y a une tachycardie, une cyanose, une vasoconstriction périphérique, qui là peuvent évoquer une hypoxie. Et puis voir s'il y a des symptômes de souffrance cardiaque droite, donc si le cœur souffre de ces difficultés respiratoires de façon un petit peu prolongée ou chronique. Donc regardez s'il y a des œdèmes des membres inférieurs, un gros foie, mais il faut bien faire attention que ces symptômes ne sont pas liés qu'à ces difficultés respiratoires et qu'il peut s'agir d'une pathologie cardiaque. Donc bien se renseigner sur les antécédents du patient. On évalue la gravité également d'après la spirographie, si le patient est en état de le faire,
et si on a le matériel nécessaire pour le faire. Et on va dire que la gravité est moyennement sévère quand le VEMS est compris entre 30% et 80% de la valeur théorique, et on va parler de stade sévère quand le VEMS est inférieur à 30% de la valeur théorique. Et puis, on va évaluer la gravité sur la surveillance des gaz du sang artériel. Et je vous disais tout à l'heure, normalement, il faudrait le faire avant toute mise en route de l'oxygène, et puis le refaire 1 heure après la mise en route, pour voir si on a fait varier, bien sûr, le taux d'oxygène, mais également veiller à ce qu'on n'ait pas fait monter le gaz carbonique, et puis le refaire en cas d'aggravation du patient. On va parler d'insuffisance respiratoire quand la pression artérielle en oxygène est inférieure à 60 mg de mercure. Alors, dans l'examen du patient, également, il faut compléter les choses en faisant une radio thoracique, parce que donc on se trouve face à un patient qui se plaint d'avoir une augmentation de son essoufflement, et cette augmentation de l'essoufflement peut être liée à autre chose que la BPCO. Il peut y avoir une pneumopathie, il peut y avoir un épanchement pleural, on peut voir sur la radio une cardiomégalie, des choses comme ça. Il faut faire un électrocardiogramme pour voir effectivement ce qu'il en est de l'état du cœur. Et puis il faut, si possible, faire un bilan sanguin, donc une numération pour voir s'il y a une anémie ou pas, un iono, tester éventuellement l'urée, la créatinine, la CRP, et puis s'il y a de la fièvre ou une hypothermie, éventuellement faire des hémocultures. Alors c'est intéressant aussi de faire des examens cytobactériologiques des crachats. C'est même plus qu'intéressant, c'est quasiment nécessaire quand le patient est très encombré et a des crachats purulents. Alors quand on a les moyens, dans les pays très développés, selon le contexte, on peut faire des dosages de pro-BNP ou BNP pour voir l'état du cœur, de troponine, doser les dédimères, éventuellement faire un angioscanner thoracique ou un échodoppler veineux des membres inférieurs, mais je pense qu'ici c'est un petit peu difficile. Alors quand le patient ne va pas bien du tout, éventuellement il faut le faire hospitaliser dans un service de soins intensifs. Et quels sont les critères pour décider de l'hospitaliser dans un service de soins intensifs? D'abord, s'il y a des troubles de conscience, une confusion, une léthargie, si la dyspnée est très sévère et ne répond pas au traitement qu'on vient de mettre en route en urgence, si apparemment il y a une fatigue de la pompe respiratoire, des mouvements respiratoires, s'il y a une persistance ou une aggravation de l'hypoxémie malgré le fait qu'on ait mis en route une oxygénothérapie, et puis si, d'après les gaz de sang, il y a une acidose sévère ou qui s'aggrave, donc un pH inférieur à 7,3. Alors quel va être le traitement d'une décompensation de BPCO? Alors voici les différentes choses qu'il faut envisager: les bronchodilatateurs, les corticoïdes, éventuellement une antibiothérapie, l'oxygénothérapie si besoin, et la VNI, là encore, si besoin. Alors les bronchodilatateurs. On vous a dit, le professeur Nichanti, que dans l'asthme, il y avait une bronchoconstriction importante, un bronchospasme, où dans l'asthme, effectivement, les bronchodilatateurs sont très efficaces. Dans la BPCO, ils le sont beaucoup moins, parce que ce qui réduit le calibre des bronches, ce n'est pas tellement la bronchoconstriction, c'est surtout le fait que le revêtement intérieur des tuyaux bronchiques s'est congestionné, s'est épaissi, et c'est ça qui limite le débit aérien. Mais il faut quand même utiliser les bronchodilatateurs, parce qu'il y a toujours un petit élément quand même de bronchospasme. Et puis, comme produit qu'on va utiliser, il y a les bêta-2, mimétiques, donc salbutamol, terbutaline, et surtout, dans la BPCO, les anticholinergiques, l'ipratropium, parce qu'on a en plus, là, une action sur les petites glandes bronchiques qui fabriquent les sécrétions. Alors, ces aérosols, excusez-moi,
Ces aérosols peuvent être administrés à l'aide d'un appareil aérosol nébuliseur, hein, c'est le mieux. Il n'y a normalement pas d'intérêt de faire des bronchodilatateurs par voie injectable, sauf si vraiment on ne peut pas faire autrement, si le patient est dans un état qui fait qu'il ne peut pas respirer des aérosols ou qu'on n'a pas d'appareil adéquat. Alors les doses et la fréquence de ces aérosols doivent être accrues jusqu'à ce qu'on ait nettement amélioré les symptômes. Et en pratique, ce qu'on propose, pourquoi ça s'arrête? J'ai rien touché. Voilà, donc ce qu'on propose, c'est de faire des aérosols d'un mélange bricanyle, donc bêta-2-mimétique, et atrovan, anticholinergique. Et ces aérosols, on peut les répéter toutes les 30 à 60 minutes. Alors les corticoïdes, dans la décompensation de l'EPCO, c'est le traitement de base. C'est le traitement le plus efficace parce que les corticoïdes vont diminuer l'inflammation des voies aériennes et donc améliorer les symptômes et le pronostic. Ces corticoïdes doivent être administrés non pas par aérosol mais par voie générale et de préférence par voie orale. Et donc ce qu'on préconise, c'est 30 à 40 mg de prénisolone par jour pendant 7 à 14 jours. Et si le patient ne peut pas prendre de comprimés ou si vraiment il va très mal, on peut faire de la méthylprednisolone par voie intraveineuse. Alors, l'antibiothérapie. À une époque, on faisait de l'antibiothérapie dans ces décompensations de l'EPCO de façon relativement facile. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas toujours efficace et qu'en faisant des antibiotiques un petit peu à tort et à travers, c'est là où on favorisait la résistance de certains microbes. Donc, actuellement, et cela vient d'une étude randomisée multicentrique qui est parue relativement récemment dans le New England Journal of Medicine, on dit que si la CRP est inférieure à 20 mg par litre, c'est pas évident qu'il y ait une infection et donc on ne doit pas faire d'antibiothérapie. On le discute si la CRP est entre 20 et 40, et par contre, si la CRP est supérieure à 40, là, il y a très certainement une infection qui nécessite qu'on fasse une antibiothérapie. Alors, quels antibiotiques utiliser? Alors, on va distinguer, c'est variable en fonction de la gravité des symptômes du patient. Si le patient n'est pas dans un état très grave, on va lui faire soit de l'amoxicilline, soit de la piostacine, soit du Ketec. Les bêta-lactamines et les macrolides ou apparentés, comme ici, sont d'efficacité équivalente dans ce cas-là. Donc on doit privilégier également la voie orale. Et puis cette antibiothérapie, donc qui est une antibiothérapie assez banale, elle ne s'adresse qu'à la surinfection bronchique. Si la radio a montré que l'infection débordait des bronches et touchait le poumon avec des images de pneumopathie, on va voir sur la diapositive suivante. La durée de cette antibiothérapie, quand les critères de gravité ne sont pas importants, ça doit être limité à 5 jours, maximum 10. Et donc, en présence d'une gravité plus importante, ou si la radio montre qu'il y a une infection qui déborde les bronches et touche également le parenchyme pulmonaire, là, on va faire, en première intention, l'association amoxicilline acide clavulanique, 3 grammes par jour, l'augmentin, ou une céphalosporine de 3e génération injectable, céphotaxine ou ceftriaxone. Et
En cas d'échec ou de contre-indication des médicaments précédents, on peut faire une fluoroquinolone ayant une action antipneumococcique, comme la lévofloxacine. Et si, lors d'une précédente exacerbation, on avait isolé un pioscianique, un Pseudomonas aeruginosa, là, il faut absolument faire une fluoroquinolone ou une bêta-lactamine anti-pioscianique, comme la thémocilline, la tazocilline ou le ticarpène. Alors, si l'on utilise des fluoroquinolones, il faut faire très attention parce que chez les sujets âgés et qui sont déjà traités pour leur BPCO par des corticoïdes et à qui on va en rajouter, on majore le risque de tendinopathie. Donc c'est à surveiller. Et puis savoir aussi que la moxifloxacine présente un risque particulier d'allongement du QT. Donc peut donner des troubles cardiaques. Alors l'oxygénothérapie. Donc je vous ai dit que normalement, il faudrait toujours faire des gaz du sang avant de la mettre en route. Alors ce n'est pas toujours possible, soit parce qu'il y a urgence, soit parce qu'on n'a pas les moyens de faire un dosage des gaz du sang. Et donc on préconise de mettre une oxygénothérapie à un débit de 2 à 4 litres minutes et puis de surveiller les choses. Et il faut surveiller de très près l'état du patient et sa O2 avec un oxymètre du temps. Et donc l'objectif, c'est de maintenir, alors si on peut faire des dosages des gaz du sang, une PO2 supérieure à 60 mg de mercure, et si on ne peut pas faire de gaz du sang, simplement avec la saturation mesurée par oxymètre, la maintenir entre 90 et 95%. Il faut bien veiller à ne pas trop augmenter l'oxygène parce qu'on risque de faire augmenter la capnie et de se retrouver avec ensuite un patient hypercapnique. Alors, quand le patient est sous oxygène, l'idéal, si donc on peut faire un dosage des gaz du sang artériel, il faut le refaire au bout d'un petit moment, 1 heure après la mise en route, et ça permet d'adapter le débit de cette oxygénothérapie. Si la PaO2 est supérieure à 60 mg de mercure et qu'il n'y a pas de majoration de l'hypercapnie ni de l'acidose, on va laisser les choses, le débit qu'on a instauré tel quel. Si la PO2 est inférieure à 60, mais qu'il y a une hypercapnie, non, mais qu'il n'y a pas d'hypercapnie ni d'acidose, on va augmenter le débit. On peut le faire. Si la PO2 est supérieure à 60, mais qu'on a une hypercapnie ou une acidose, il faut diminuer le débit. Et si la PO2 est inférieure à 60 mg de mercure et que par ailleurs il y a une hypercapnie et une acidose qui va se majorer, c'est une indication d'assistance ventilatoire. Donc, les patients qui présentent une décompensation de BPCO avec insuffisance respiratoire, donc avec une PaO2 qui reste inférieure à 60, une acidose et une hypercapnie, c'est relativement sévère, une fréquence respiratoire supérieure à 25, sont éligibles à une ventilation mécanique, non invasive ou invasive. On préfère bien sûr la méthode non invasive. Alors la ventilation, c'est plutôt du domaine de la réanimation que de la pneumologie. Alors, autre traitement à envisager dans la décompensation de BPCO, d'abord la kiné respiratoire pour essayer de désencombrer le patient, de le faire cracher pour vider ses bronches. Alors la fréquence et la durée de cette kiné, c'est pas standardisé, ça dépend de ce qu'on peut constater cliniquement. Également, il est recommandé de voir s'il y a des troubles électrolytiques. C'est pour ça que dans le bilan, on recommandait de faire un DENO. Et puis, si besoin, il faut corriger ces troubles électrolytiques. Et puis également, se méfier
chez les patients qui sont immobilisés